La périménopause a tendance à exacerber toutes les choses qu'on a en nous, en fait. Toutes nos prédispositions, ça va vraiment exacerber tout. Alors que ce soit justement avec les problèmes antihistaminiques, on parlait des mastocèles qui commencent à relâcher trop d'histaminique. Et j'imagine évidemment si on a des problèmes, et je m'y connais pas du tout, donc ça c'est vraiment ton domaine, mais je vois que par exemple avec moi, je me suis diagnostiqué que j'avais ADHD juste parce que mon fils a ADHD et que j'ai dû remplir tous les formulaires pour lui sur les millions de questions que j'étais avec lui aux entretiens. Et donc j'ai réalisé que ça s'appliquait aussi à moi, qu'on était très très similaires. Et j'ai remarqué qu'en périménopause, évidemment, tout ça est exacerbé. Donc du coup, on commence à... Tout devient amplifié. Et j'ai dû mettre des processus en place par rapport à moi-même dans mon travail pour vraiment essayer de garder bien le cap avec certaines choses pour éviter de m'éparpiller dans tous les sens, sinon parce que mon cerveau va s'éparpiller dans tous les sens. Et c'est devenu vraiment très intense en périménopause. Et c'est quoi les adaptogènes dont tu parles dans tes présentations? Alors, les adaptogènes, ça pour moi, c'est mes petits chouchous dans les compléments alimentaires parce que en fait, ce sont des champignons et c'est des dérivés de plantes en fait, de plantes ou de champignons, et en fait qui vont moduler notre réponse au stress. Donc ça va vraiment, ça va pas annuler, ça va pas faire baisser le cortisol ou le stress dans notre vie, mais ça va moduler notre réponse au stress. Et donc il y a certains adaptogènes qui ont des propriétés qui vont marcher mieux que d'autres pour aider. Il y en a qui vont vraiment aider avec le stress, l'anxiété, d'autres avec le sommeil, d'autres avec l'énergie ou les facultés cognitives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, d'autres pour les bouffées de chaleur ou pour la récupération. Et en fait, on peut les prendre pour vraiment aider à moduler notre réponse au stress, justement avec l'axe hypophyse surrénal pituitaire, je ne sais plus comment on dit en français, je suis désolée, mais on peut vraiment Non, moduler cette réponse. l'hypophyse, les surrénales et l'hypothalamus. Ouais. Voilà. L'hypophyse, c'est la même chose que le pituitaire. Ouais. Mais quand tu parles d'adaptogène, c'est quoi concrètement? Ça s'appelle comme ça, adaptogène, ou ce sont des produits particuliers? Alors, ça s'appelle adaptogène. Après, dans les adaptogènes, il y a euh, des, des plantes ou des champignons particuliers qui vont aider pour certains aspects positifs. Donc, par exemple, si on prend ashwagandha, holy Ouais, basil, c'est qui ça. est basilic sacré, ou du reishi, ça va aider pour les problèmes pour réduire le stress, l'anxiété, pour apaiser, ce qui est d'habitude, enfin, moi je pense que la plupart des personnes en périménopause, atypiques ou pas atypiques, vont être naturellement plus stressées, souvent en mode alerte, elles ont du mal à se débrancher, à s'apaiser, parce que la progestérone affecte le GABA, qui est le neurotransmetteur qui aide à nous apaiser. Donc malheureusement, on va rester un peu en situation survoltage. Donc pour ça, l'ashwagandha et holy basil ou reishi marchent très bien. Après, il faut toujours voir, je le dis bien, que si on a des conditions médicales préexistantes ou des problèmes de thyroïde ou n'importe quelle autre chose, il faut toujours aller faire ses recherches, consulter un médecin. Malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui ne vont pas s'y connaître très très bien, mais faites vos recherches et prenez pas n'importe quoi non plus. Donc ça marche super bien. L'ashwagandha, de nouveau, aide avec le sommeil. Moi, mon petit chouchou, c'est la Shisandra que je prends le matin parce que ça aide en fait à booster les facultés cognitives que je trouve aident énormément parce que je suis quand même en périménopause et je peux être aussi atteinte de brouillard mental et des moments où je suis pas tout à fait sûre. Il me faut quelques minutes pour réajuster la situation. Euh, donc pour moi, le Shisandra, je trouve ça génial parce que ça booste Comment tu l'énergie, ça l'écris? booste. Alors Shisandra, c'est Schisandra. Shisandra. Merci. Euh, Je connaissais les autres, mais pas celui-là. Celui-là, vraiment, enfin moi, j'ai commencé à le prendre il y a un peu plus d'un an et j'ai vu une différence énorme parce que
il y a 1 an, je commençais à avoir un petit peu de facultés cognitives ralenties. Et là, vraiment, vraiment, ça aide. En plus, ça aide aussi avec la récupération parce que ça a vraiment un côté énergie qui aide beaucoup. Après, il y a Lion's Mane, la crinière de lion. Ça, c'est un qui est Ah assez oui. connu aussi. Celui-là marche très bien aussi. Et puis, je réfléchis parce que moi, il y en a un que je prends qui s'appelle le cordyceps. Ça, c'est vraiment aussi pour booster l'énergie cellulaire. Donc, je prends souvent la Schisandra et cordyceps le matin pour booster. Mais le cordyceps, il faut voir parce qu'il peut y avoir des effets indésirables et des mauvaises associations pour certaines personnes qui prennent certains médicaments ou des maladies prédéterminantes qu'il ne faudrait pas prendre. Donc, il faut quand même aller faire vos recherches pour tout ça. Ouais, Et puis, il y en a mon pour les médecin bouffées m'a de donné du, chaleur qui aident. mon médecin m'a donné du cordyceps, les Chinois, mais il est à moitié chinois, utilisent ça. Et quand je suis allé en chercher en pharmacie, votre pharmacien il m'a dit, votre médecin, il est bien, c'est rare d'avoir ça. Et de trouver ça, c'est un très bon produit. Alors, faut trouver les bons labos qui font du cordyceps. De mémoire, je crois qu'il y a la Royale qui est au Luxembourg. Alors celle-là, je la connais pas. Moi, j'utilise surtout des labos américains parce qu'ils ont justement des dosages plus élevés. Parce que souvent, en France, les labos ont des dosages trop faibles et que ça va. Enfin, alors le risque, c'est juste de gaspiller ses sous et que ça va pas vraiment avoir d'effet. Alors moi, j'utilise la marque. Ça, c'est ma sœur qui m'a recommandé parce qu'elle est nutritionniste en Belgique. Elle m'avait dit Solare. Je crois qu'ils sont basés aux États-Unis. Solare, c'est Solaray. Et puis moi, j'utilise d'Angleterre, je commande, mais je pense qu'on doit pouvoir les trouver en France. 2 marques américaines, une qui est Now, N-O-W, et puis l'autre qui est Swanson, S-W-A-N-S-O-N, qui sont très bien aussi. Après, j'ai découvert une autre beaucoup plus petite marque ici en Angleterre qui s'appelle Mogu, Mogu, qui ont l'air très bien aussi. Le seul truc, c'est qu'avec toutes ces marques, il faut toujours faire très attention parce que tout le monde du supplément, il faut vraiment savoir que c'est pas du tout monitoré. Donc souvent, les gens peuvent marquer des formulations dans leurs suppléments et s'il y a personne qui va vérifier, ils pourraient marquer n'importe quoi. Donc il faut s'assurer que ça a été vérifié indépendamment par tiers. Donc il y a eu des études tiers sur leurs suppléments pour vraiment vérifier que ce qu'il est marqué comme dosage, comme ingrédient est vraiment ce qu'il y a dans la gélule ou dans la poudre. Et voilà, et de regarder s'il y a des bonnes études faites dessus. Enfin voilà, faut toujours faire des recherches dans les marques, dans ce qu'on prend. Et, et puis pour la législation française, je rappelle, c'est que faites tout ça avec contrôle médical. Moi, je le fais avec mon médecin, mais j'ai à peu près une quinzaine de thérapeutes autour de moi avec lesquels j'échange de pratiques différentes. Mais on fait pas ça à la légère. C'est pas neutre. Si c'est neutre, c'est que ça sert à rien. Si ça sert à quelque chose, c'est qu'il y a des impacts et donc faut contrôler avec votre médecin. Moi, je contrôle tout avec mon médecin. Oui, oui, Enfin, ça, oui. oui, il faut toujours vérifier parce que, enfin, moi, je peux en parler comme ça parce que je veux dire ce que moi je prends, mais on peut tous avoir des antécédents. Les personnes qui regardent, chaque personne peut avoir une maladie derrière, des antécédents, des médicaments qu'ils prennent et ça peut interagir de manière très nocive. Donc, il faut faire attention. Euh, c'est quand même un monde particulier, hein, les suppléments, on peut pas les prendre comme ça. Et alors, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de marques qui vont vendre des complexes sommeil, complexes périménopause, complexes bouffée de chaleur. Malheureusement, avec ces complexes, souvent, ils vont avoir les mêmes bases de vitamines en base dedans, plus d'autres plantes ou autres. Et souvent, on va faire des surdosages, malheureusement, parce que si on prend 2 ou 3 complexes, ben, on va prendre 3 fois, je sais pas, de la vitamine A ou autre, et on va avoir des surdosages qui vont créer des problèmes avec nos foies, avec nos reins, et qui vont aussi nous affecter. Donc, faut pas aller prendre les choses n'importe comment, et il faut faire attention. Enfin, moi, personnellement, je préfère prendre une vitamine à la fois et vraiment choisir ce que je prends exactement et éviter les complexes. Bon, alors il y a peut-être des complexes qui marchent très bien, mais il faut quand même
être sûr du dosage pour la vitamine D, pour l'ashwagandha, pour le magnésium, tout ça, il faut quand même faire attention. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait autre chose que je voulais dire. Il y J'ai a oublié. deux autres choses aussi auxquelles je pense. Mais tu en parles, c'est le zinc et l'importance de s'hydrater et de s'hydrater avec des électrolytes qui sont peu connus. Moi, j'utilise du plasma de Quinton, je sais pas si tu connais, mais on pourra Non, je connais. en reparler. Les électrolytes. Alors, je pense que je sais pas s'il faut absolument prendre des électrolytes tout le temps. Il y a des médecins qui recommandent des électrolytes tous les jours. Moi, j'aimerais quand même penser qu'on a survécu quand même depuis très très longtemps en tant qu'être humain avec juste de l'eau. Je pense que ça devrait aller. Mais en moment de canicule, de grosse chaleur, ou si on va faire beaucoup de courses à pied, par exemple, quand moi je fais du vélo de course tous les week-ends, ben, j'aurai toujours des électrolytes dans ma bouteille pour vraiment récupérer mieux, parce que sinon on va commencer à souffrir de maux de tête, ça va nous impacter, donc il faut être sûr de bien absorber quand même cette hydratation, c'est super important. Donc, mais il y a des médecins qui recommandent des électrolytes tout le temps. Alors, il faut faire attention avec les électrolytes de ne pas prendre ceux qui ont du sucre en plus, hein, parce que souvent, ils sont sucrés parce que ça a un meilleur goût avec l'eau. Mais le problème, c'est que le sucre va souvent annuler les effets du sodium, du potassium et du magnésium qui sont dans les électrolytes. Donc, il vaut mieux prendre quelque chose qui n'est pas sucré aussi. T'expliques le plasma de Quinton? En, Alors, je ne en connais fait, pas, dis-moi, oui. en fait, Quinton, c'est un génie biologiste, je crois. Il y avait des cliniques de Quinton. Quinton, c'est un chercheur hein, pendant les deux guerres, et comme beaucoup de choses, quand ça soigne, on le fait disparaître, surtout quand c'est pas brevetable. Ça s'appelle c'est de l'eau de mer en fait. C'est de l'eau de mer qui est récoltée dans des vortex. Tu trouveras ça sur plein de sites internet pour parler de plasma de Quinton. Dans les magasins en France, tu le trouves dans des ampoules en hydrotonique ou en hypertonique, c'est-à-dire hypertonique, c'est de l'eau de mer pure, récoltée dans des vortex purs à une certaine distance, il y a des protocoles. Isotonique, c'est de l'eau de mer à 25%, je crois, et le reste, c'est de l'eau. Euh, et ça s'appelle plasma parce que quelqu'un qui a des problèmes de sang, tu remplaces le sang par ça, la personne vit. C'est un truc improbable. Donc, t'imagines le génie de ce truc-là. Tu trouveras tout ça sur Internet. Et j'ai trouvé par des médecins, mais je ne sais pas ce que je peux dire ou pas, mais on trouve sur des sites en France, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux avoir l'eau de mer en backing box comme le vin blanc, mais ça n'a pas la même utilité. De 2 litres, 3 litres, 5 litres, 10 litres, 15 litres. Moi, j'ai un backing box de 15 litres d'eau de mer pure que je coupe sur mon eau, en gros, à vie. Ah ben voilà, oui. Alors Et, et oui, tu eh peux ben, en vélo de course, souvent on rajoute les sels, je trouve plus le nom, les sels du roses sel là d'Epsom. justement. Voilà, pour éviter d'avoir trop de sucre, mais pour aider avec l'hydratation et le sodium. Et en fait, dans cette eau de mer, récoltée dans des vortex, tu as tous les oligoéléments qui sont déjà dedans, plus la partie électrolyte pour la biodisponibilité de l'eau. Mais c'est génial, je vais en commander tout de suite. Ça a l'air super. On verra après, je te dirai où je l'en prends, mais si tu cherches Back in Box, Bib, eau de mer, tu as des magasins bio-naturopathie qui le font en 2 litres, 3 litres. Moi, je l'avais en 12 litres, mais celui où je l'achète, il est passé à 15. Moi, j'ai 15 litres que j'emmène ici, là, dans ma maison de la montagne. Et je coupe l'eau avec ça. Mais tu vois, pour les gens qui ont des problèmes de sang, de sel, par exemple, tu mets ça dans un petit vaporisateur, tu cuisines à l'eau de mer. Tu fais ta nourriture à l'eau de mer. C'est du cosmétique à l'eau de mer aussi. Ça a plein de qualité, de bien-être, santé. En plus du microbiote, et ça te modifie le terrain acido-basique aussi, du microbiote. Ça a l'air super. Bah, surtout que vraiment, l'hydratation, ça affecte tout, hein. Donc, si on est déshydraté, ça a une implication énorme. Donc, ouais, ça, je vais regarder. En plus, j'aime bien avec les oligo-éléments, c'est une super,
super idée. Il y a Tiens, je tout pense, dedans. tout à l'heure, je voulais dire, parce que ça m'est revenu, quand je parlais des compléments alimentaires, un truc qui est très important, c'est d'introduire toujours un complément alimentaire un à un. Il ne faut pas en prendre tout d'un coup, trois à la fois. Il faut vraiment introduire un complément alimentaire, attendre 2 semaines, de voir qu'il n'y a pas de problème. Après, on peut en introduire un autre. Il ne faut vraiment pas les prendre tous en un coup. Il faut faire attention et commencer toujours par un dosage plus conservateur, et puis on peut augmenter un petit peu plus. Selon ce qui est recommandé évidemment par soit le médecin, soit sur la boîte du supplément. Mais il faut faire attention quand même aussi à ça, parce qu'on peut avoir des effets secondaires avec un complément et pas savoir lequel c'est. Donc c'est très important de les faire un à un et de faire attention. Je dis toujours, faites attention avec les compléments alimentaires, c'est super, mais il faut quand même faire attention avec tout ça et pas les prendre n'importe comment. Et puis pas prendre parce que c'est pas parce qu'une copine prend A, B, C, D, E qu'il faut prendre exactement la même chose parce que ça marche pour elle en se disant ah ben super, c'est ce qui marchera pour moi. Donc, J'ai une autre question à te poser de quelque chose que j'ai entendu d'un médecin américain, mais j'écoute tellement de choses à longueur d'année. Puis des fois, je peux écouter plusieurs choses en même temps parce que ça va pas assez vite pour moi, donc ça m'énerve. Euh, ce, ce médecin qui disait que on préfère que pour la bonne santé d'une femme, il vaut mieux avoir eu un enfant pour sa bonne santé sur sa fin de vie, et qui disait, même pour nous, on préfère qu'une femme ait une fausse couche pour déclencher un problème de bonne santé qu'une femme qui n'a pas eu du tout d'enfant et qui n'a jamais été enceinte. alors ça, c'est intéressant. Alors malheureusement, je m'y connais pas, mais l'autre jour, j'étais à une conférence avec une spécialiste sur la longévité, Leslie New Prime, Newprime, qui était absolument fascinante et qui avait été diagnostiquée avec une maladie et on lui avait donné 2 ans à vivre. Et en fait, elle a résolu ses problèmes elle-même de manière très holistique, je dirais. Euh, et justement, oui, on lui avait dit aussi qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle a réussi à avoir des enfants grâce à son approche. Mais quand je l'avais vue et que je lui avais dit que j'avais 5 enfants, elle m'a dit ah ça c'est incroyable parce que tu as augmenté, enfin tes chances de vivre longtemps et bien énormément. Mais malheureusement, je m'y connais pas assez. Alors bon, alors j'ai eu 5 fausses couches et 5 enfants, donc il y a eu 10 grossesses. C'est peut-être bien. C'est peut-être une bonne chose en fait. Euh, ah ouais, quand même. Ça, je savais pas, mais je pense que bon, je pense qu'on est quand même prédestiné, enfin, à avoir des enfants. Donc, ça doit déclencher beaucoup de systèmes, en fait, mettre des choses en place pour lesquelles on est fait à faire. C'est un peu comme l'idée d'avoir ces récepteurs de secours qu'on essaie de déclencher. J'imagine à chaque fois que ça va affecter les autres systèmes dans le corps, ça doit être la même chose quand on est enceinte. Ça déclenche énormément dans une femme. Bon, après, il y a tellement de femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants qu'on ne veut pas non plus qu'elles se sentent mal en entendant que si elle avait eu une fausse couche ou des enfants, ça aurait été mieux parce que ça peut être difficile de... Bah, si elle a fait une fausse couche, ça pourrait être même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est Ouais. un signe de bonne santé pour la suite. Je pose aussi cette question parce que ce que j'explique dans mes interventions sur les femmes HPI, c'est que les femmes HPI, du fait d'être HPI atypiques, hein, pardon, quand je parle de HPI, je parle d'atypiques, je parle pas des femmes HQI typiques, puisque pour moi c'est une autre anthropologie, donc une autre machinerie, un autre système d'exploitation, y compris psychobiologique. Euh, donc une fois que j'ai dit ça, les femmes atypiques ont moins d'enfants, pas d'enfants, pas d'enfants ou plus tard. Pour plein de raisons, y compris qu'il faut trouver le papa qui va avec, ben, elles ont moins d'enfants, pas d'enfants et plus tard. Pour la grande majorité, pour des raisons politiques, pour des raisons psychologiques, pour ne pas transmettre les traumas générationnels. Pour certaines qui me disent, moi je veux pas avoir un alien dans le ventre, ça va être le bordel, je vais pas supporter. Pour d'autres femmes qui me disent, j'ai pas les ressources et les capacités
à gérer un enfant, surtout si c'est une fille, au regard de moi, ce que j'ai vécu dans mon éducation. Donc, je veux pas d'enfant parce que je veux pas avoir de fille, mais je le dirai à personne. D'autres qui disent, le niveau d'hypersensibilité fait qu'avoir un corps étranger, qu'elle me j'appelle alien pour certaines, qui va foutre le bordel à l'intérieur, que je vais pas contrôler, qui va me rajouter du bazar au bazar parce que les atypiques veulent tout contrôler. Ça, jamais. D'autres qui me disent, moi, ma vie, c'est autre chose. J'ai pas besoin, envie d'enfant. Donc beaucoup disent, je peux pas dire ça, je vais me faire allumer en tant que femme, mais de dire ma vie, elle est pas d'enfanter. Pour moi, j'ai d'autres projets pour moi et c'est pas, j'aime les enfants, mais chez les autres. Enfin, j'en ai trouvé une dizaine de raisons pour les femmes HPI atypiques. Donc c'est encore plus compliqué des fois si elles sont THPI. Ça va rajouter une combinatoire de complexité si en plus elles sont autistes. Parce que ça, c'est vraiment des spécificités sur tout ce que tu dis. Évidemment que pour une personne atypique ou de neurodiversité, le système psychobiologique est différent pour les HPI. Le système est différent dans la partie dont l'ensemble est métabolisé avec la partie génétique et épigénétique va évidemment être différent pour une personne autiste dans mon biais d'échantillonnage, c'est autisme Asperger. Donc je garde l'ancienne cartographie de l'OMS, autisme de Kanner à moins de 70 de QI, autisme de haut niveau, au-dessus de 70, et autisme Asperger, même s'il y a des débats là-dessus concernant Hans Asperger, puisque maintenant c'est une nouvelle cartographie 1, 2, 3. À l'arrivée, c'est pas ça qui change la vie des gens, mais c'est un vrai. Enfin, tu vois, il y aurait vraiment des spécificités avec des proximités pour les atypiques, la neurodiversité, HPI, TSA et HPI plus TSA. C'est pas un plus un, hein, c'est encore autre chose. Et qui rend encore d'autant plus important tout ce que tu dis. Du fait d'un système d'exploitation différent et singulier, qui n'est pas le même que pour les neurotypiques, donc un professionnel typique est déjà problématique pour les femmes typiques, mais alors pour des avions de chasse hybrides qui sont des prototypes qui font des pirouettes qu'ils connaissent pas, ils risquent d'avoir des préconisations inappropriées et s'ils se sont pas intéressés au sujet. Parce que de fait, leurs cartographies d'origine ne vont pas être appropriées. Déjà, elles ne le sont pas sur les femmes normales. Mais si cette femme normale, elle a des spécificités HPI, des spécificités TSA, des effondrements, des burn-out, du brouillard, juste du fait de l'autisme avec des environnements anxiogènes et toxiques, les risques de confusion, ils sont nombreux. Donc, les besoins de clarification sont nombreux. Ça, oui, tout à fait, parce que ces chamboulements hormonaux vont avoir un impact. En fait, la périménopause a tendance à exacerber toutes les choses qu'on a en nous, en fait. Toutes nos prédispositions, ça va vraiment exacerber tout. Alors que ce soit justement avec les problèmes antihistaminiques, on parlait des mastocèles qui commencent à relâcher trop d'histaminique. Et j'imagine évidemment, si on a des problèmes, et je m'y connais pas du tout, donc ça c'est vraiment ton domaine, mais je vois que par exemple avec moi, je me suis self-diagnostiqué que j'avais ADHD juste parce que mon fils a ADHD et que j'ai dû remplir tous les formulaires pour lui sur les millions de questions que j'étais avec lui aux entretiens. Et donc, j'ai réalisé que ça s'appliquait aussi à moi, qu'on était très, très similaires. Et j'ai remarqué qu'en périménopause, évidemment, tout ça est exacerbé. Donc, du coup, on commence à... Tout devient amplifié. Et j'ai dû mettre des processus en place par rapport à moi-même dans mon travail pour vraiment essayer de garder bien le cap avec certaines choses pour éviter de m'éparpiller dans tous les sens, sinon parce que mon cerveau va s'éparpiller dans tous les sens euh, et que c'est devenu vraiment très intense en périménopause. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être vraiment très disciplinée. Malheureusement, ça devient un peu triste, on doit être discipliné, où je vais faire mon entraînement musculaire le matin à 6h30 pour être sûr de garder ma masse musculaire, de créer l'adaptation épigénétique. Et en plus, un autre super truc, c'est que quand on s'entraîne le matin, en fait, ça va relâcher de l'adrénaline dans notre corps,
qui va stimuler un petit endroit à l'arrière de à la base de notre cerveau qui s'appelle le locus coeruleus, en tout cas en anglais, qui lui va relâcher de la noradrénaline dans notre cerveau, ce qui fait que toutes les parties de notre cerveau vont avoir un boost et donc elles vont être mieux stimulées pour pouvoir travailler, être plus efficaces, pouvoir être mieux en stratégie pendant la journée, pour la mémoire, pour vraiment l'apprentissage et tout ça va être plus éveillé, je dirais. Tout le cerveau va être plus éveillé. Donc c'est une autre chose que je fais le matin pour être sûr de booster mon cerveau pour pouvoir bien travailler la journée. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire le soir, parce que malheureusement, le soir, le cerveau va être aussi boosté, mais ça va impacter le sommeil. Mais donc c'est ça que je veux dire, je fais vraiment ma musculation le matin, et je le fais tous les matins, je me lève à 6h pour le faire à 6h30, parce que j'ai 5 enfants, et qu'il faut que je sois active à 7h30, il faut que je m'occupe de mes enfants et je vais les déposer après. Mais voilà, il faut trouver, en fait, c'est des stratégies. C'est une stratégie que j'ai fait vraiment pour un besoin fonctionnel. Après, je vais m'assurer que je mange bien. Donc, tous les matins au petit déjeuner, je vais avoir 3 œufs tous les matins au petit déjeuner, en plus de granola fait maison avec du yaourt grec ou du Bircher muesli, mais qui a énormément de graines, d'avoine, enfin plein de bonnes choses dedans, et de l'avoine organique, pour ceux qui s'inquiètent pour les problèmes de cadmium. Et voilà, donc déjà, mais je vais manger, je vais vraiment manger. Je sais que j'ai l'air toute mince comme ça, mais je nourris mon corps, mon cerveau, je fais attention, je vais avoir des fruits le matin au petit déjeuner, souvent je vais avoir du saumon ou un poisson gras aussi pour booster les oméga 3 le matin, mais enfin voilà, c'est tout un protocole, mais qui fait que ça marche très bien. Du coup, j'arrive à gérer mieux cette périménopause, ces problèmes d'ADHD. J'essaie de les gérer, mais j'essaie aussi de les reconnaître et en anglais on dit acknowledge, vraiment de les reconnaître, de dire voilà, ils sont là, c'est là, j'essaie pas de me battre contre, mais qu'est-ce que je vais faire pour les soutenir? Voilà, et pendant toute la journée, le déjeuner, je vais manger très anti-inflammatoire avec toujours du poisson ou de la viande à déjeuner, et de nouveau le soir, je fais la même chose pour être sûr que ça soutient. Et en plus, je sors tous les jours le matin pour avoir la lumière du soleil, le matin pour booster les mitochondries aussi, parce que c'est très important d'avoir la lumière du soleil pour booster nos mitochondries, donc qui sont les petites batteries à l'intérieur de nos cellules, pour leur donner un boost, pour booster la vitamine D, les infrarouges aussi, voilà, pour avoir un bon système immunitaire, pour éviter les problèmes, parce que dès qu'on a un problème immunitaire, on a plus d'inflammation. Donc voilà, c'est tout un processus pour garder les choses en contrôle. Donc je suis très active, je promène. Bon, je dépose déjà mes enfants à l'école tous les jours en vélo avec mon chien accroché au vélo, voilà. Mais c'est efficace, voilà, la machine est efficace, mais disons que c'est plein de protocoles que j'ai mis en place pour soutenir tous les chamboulements qui se passent dans mon corps. Et tant que je fais ça bien, j'ai pas de symptômes ou très peu de symptômes, je remarque que j'ai pas d'inflammation, et tout va bien. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui chamboule ça, par exemple, là, j'ai lancé en fait mon appli en français, je l'ai lancé il y a 3 jours, donc j'ai travaillé absolument comme une acharnée pendant, en tout cas, 2 mois, j'ai travaillé tous les week-ends non-stop, et j'étais avec mon ordinateur jusqu'à 10h le soir, ce qu'il faut absolument pas faire. Mais malheureusement, ça a aussi foutu en l'air, du coup, mon taux de cortisol. Donc, j'ai un petit peu de bouffées de chaleur qui viennent la nuit, par exemple. Et ça, enfin, je les reconnais. Au moins, c'est ça qui aide. Une fois qu'on comprend les choses, c'est que je comprends ce qui se passe dans mon corps. Je sais ce qui s'est passé. Je sais comment j'ai redéclenché un petit peu ces choses-là. C'est parce que j'ai trop poussé. Je me suis pas relâchée les week-ends. J'ai travaillé le soir, donc j'ai la lumière bleue de l'écran qu'il faut absolument pas avoir le soir avant d'aller dormir. Donc voilà, donc maintenant j'essaie de travailler sur recaler mon sommeil et d'apaiser mon système nerveux. Et de nouveau stimuler le nerf vague dont tu parlais, dont tu as mentionné tout à l'heure. Voilà, ce sont des choses importantes, mais il faut comprendre en fait, c'est une longue série de pièces de puzzle qu'on met ensemble pour que ça marche. Et c'est pas juste une chose qui va marcher, c'est toute une série de choses qui font qu'on va pouvoir s'équilibrer, garder le contrôle, minimiser les impacts qu'on a, et du coup peut-être minimiser toutes les choses préconditionnées qu'on a entre nous, en nous, surtout pour des personnes atypiques où ça va vite exploser. Il va falloir être très discipliné. Voilà, malheureusement, c'est pas très marrant,
Mais il faut être discipliné, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir, voir des copains, faire des choses, mais il faut éviter de faire ça à répétition tout le temps, même si la vie sociale est très importante. Voilà, il va falloir contrôler le sommeil, le système nerveux, c'est beaucoup de choses qu'il faut. Et j'en parle de nouveau dans ma plateforme, j'ai tout un chapitre sur le système nerveux, comment travailler sur le système nerveux, stimuler le nerf vague pour pouvoir s'apaiser, pour passer d'un mode sympathique à parasympathique. D'ailleurs, j'ai fait une petite collaboration avec un professeur de méditation, de yoga nidra, qui est très calé justement dans le système nerveux. Donc, on a essayé de mettre ça en place aussi pour aider les femmes faire une séance de yoga nidra ou de méditation pour essayer de switcher sur le mode parasympathique. Voilà, j'essaye de penser à des mécanismes qui sont intéressants. Après, il y a des processus comme d'utiliser des respirations ou de stimuler. Je trouve plus le nom. En bas, à l'arrière du crâne, comme ça, si on massage ici, en fait, à l'arrière, on stimule le nerf vague pour l'apaiser, l'occipital, je crois que c'est l'os occipital par exemple. Voilà, il y a des techniques qu'on peut faire pour se calmer. J'écoute comme toi, j'écoute énormément de podcasts, alors j'entends toujours des gens qui donnent des super bons trucs. Une personne qui avait décrit 2 choses que j'avais trouvées fascinantes qu'on peut faire en fait très facilement pour se calmer. Une chose, c'est d'écrire son nom à l'envers avec la main opposée, parce que ça va nous demander tellement de concentration que ça va en fait aussi restimuler notre corps à se calmer et à se refocus. Une autre chose, quand on a des crises d'anxiété et de panique qui vont, je pense, être très fréquentes avec des femmes atypiques, c'est juste d'imaginer on a une orange dans les mains et de commencer à l'éplucher et en fait, vraiment de fermer les yeux, de sentir toutes les sensations de la peau, de l'orange dans les mains, l'odorat qui va se sortir de cette orange, le jus qui va peut-être couler, tout ça. Il faut vraiment tout imaginer jusqu'au moment où on va prendre un morceau de l'orange, le mettre dans la bouche et toutes ces sensations. C'est notre manière, en fait, de nous calmer, de nous apaiser. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça dont je parle parce que j'adore écouter plein de podcasts. Comme toi, je m'embête très vite. Donc, dès que je suis sur mon vélo, que je vais chercher les enfants, que je fais des choses, j'ai souvent un podcast. Et je fais des notes mentales ou alors je reviens à la maison et je réécoute certains passages que je vais marquer et que j'applique du coup dans mon application. Donc, j'essaye vraiment d'entendre ce que les spécialistes disent et puis de les repartager, voilà, dans mon application pour aider. Je t'écoute, mais je cherche une appli qui est gratuite pour faire descendre le cortisol. Comment elle s'appelle? Qui est très connue. Je crois que tu m'en avais parlé, qu'on en avait discuté. Oh, j'en ai J'ai pas tellement, mes notes évidemment. ici. Euh, Mais c'est très important d'avoir des stratégies c'est pour. Respirelax. Respirelax. Rester relax. Alors, c'est pas celle-là auquel. Je pourrais te donner les coordonnées d'une amie si ça t'intéresse, qui me suit aussi là-dessus. Ça fait partie des 16 ou peut-être 20 personnes que j'ai en réseau. Elle est kiné-ostéo. Elle est spécialisée sur le nerf vague. Ah Et oui. moi, elle m'a fait prendre un appareil. Je mets 2 pinces dans l'oreille. J'ai ça depuis un an. En fait, l'oreille gauche, tu as un accès direct au nerf vague. Et Avec ça envoie des ouais. tenses électriques sur l'oreille pour réactiver le nerf vague. Et j'ai un autre appareil que je mets sur le corps, qu'elle contrôle à distance parce qu'il y a plein de chiffres. Et elle est spécialisée là-dessus. Elle a créé sa méthode. Elle a créé une technique là-dessus. Elle travaille aussi en milieu hospitalier à Paris. Si ça t'intéresse, j'ai Avec perdu. plaisir, parce que je trouve ça fascinant justement ce nerf vague. J'ai commencé à faire pas mal de recherches dessus pour mon appli quand je voulais, parce que j'ai vraiment, je parle tout un chapitre sur le système nerveux, donc le nerf vague est absolument crucial pour ça. Et il y a tellement de femmes, en fait, on est très 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 vite dans un mode alerte rouge. En anglais, on appelle ça fight or flight, donc se battre ou prendre la fuite. C'est ce mode qui est très très vite activé parce que il y a tout le stress hormonal de l'impact, donc des fluctuations de ces montagnes russes
et notre corps vit des montagnes russes, tous les systèmes sont impactés. Mais il y a aussi l'aspect dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, cet aspect, quand on est dans la quarantaine, dans la cinquantaine, on est dans la génération, ce que j'appelle sandwich, où on est entre nos enfants qui nous demandent encore beaucoup de temps. Alors ça dépend, certaines femmes, enfin moi j'ai un spectrum par exemple d'enfants, mes enfants sont entre 20 et 7 ans. Et ils ont tous des besoins différents, des problèmes différents. Donc il faut déjà adresser ce qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc il y a nos enfants. Et puis après, il y a nos parents qui vieillissent, qui deviennent, malheureusement, qui commencent à être à charge. Que ce soit des soucis de santé, des soucis financiers. Voilà, enfin moi je le vis avec mes deux parents. Donc on est vraiment tiraillés déjà entre ça. Et en plus, on a souvent des jobs, on est souvent à un bon niveau dans notre carrière, enfin, on espère. On peut avoir des jobs qui nous mettent beaucoup de pression, qui de nouveau, ça va augmenter le cortisol, nous stresser beaucoup. Voilà, et toute cette vie qui passe très très vite dans cette phase-ci de la vie. Je pense qu'on tout passe tellement vite, on est tiraillé dans tous les sens, et qui fait que c'est vraiment un double impact entre les hormones, entre le contexte social, où on est vraiment en mode alerte constante, et donc tout va être exacerbé pendant cette transition de ménopause. Tout va être accentué, tous nos problèmes, toutes nos conditions préexistantes ou existantes, ou beaucoup de choses vont se déclencher. D'ailleurs, il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui se déclenchent pendant la périménopause, parce que le système est trop saturé d'inflammation, de cortisol, de stress, et tout ça va se déclencher. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de choses en place pour aider Ouais. à calmer les choses, en même temps de booster les adaptations épigénétiques, garder nos muscles, s'occuper du microbiome, adresser bien le sommeil, le système nerveux, parce que même le sommeil, les gens ils pensent que c'est juste le soir qu'il faut s'en occuper, mais le sommeil, on travaille dessus à partir du moment où on se lève le matin. C'est très important de travailler dessus. Il faut qu'on ait une bonne montée le matin. On veut cette montée naturelle de cortisol et qui va redescendre progressivement pendant la journée, et qui peut enclencher. Il faut que ça redescende jusqu'à un certain poids pour que la mélatonine puisse prendre le dessus et déclencher tous les mécanismes de sommeil, d'architecture du sommeil. Mais souvent, on a tendance à avoir un cortisol qui monte un peu, mais qui reste. En fait, il va peut-être pas monter assez le matin, mais il va monter un petit peu et puis il va rester beaucoup plus constant pendant le reste de la journée. Donc la sérotonine ne va pas redescendre, la mélatonine ne va pas prendre le relais. Il y a plein de choses, tout un mécanisme qui se passe. Donc j'essaye d'apprendre aussi aux gens le sommeil. On travaille dessus à partir du moment où on se réveille. C'est pour ça que justement de faire de l'entraînement le matin va booster bien déjà ce cortisol tôt le matin. Et après, pour ça qu'il faut sortir aussi le matin pour avoir la lumière du soleil, minimum, je dirais 15 minutes, idéalement 20 à 30 minutes d'exposition à la lumière naturelle, même s'il fait nuageux, que le temps est merdique dehors, mais ça marche quand même. Il faut sortir, il faut travailler dessus. Voilà, c'est beaucoup de choses malheureusement qu'on doit travailler dessus toute la journée, et ça a l'air chiant comme ça, mais au moins ça marche, et ça veut dire qu'on est heureux, on a une bonne qualité de vie, on se sent bien dans sa peau et on se sent en Oui. contrôle surtout. Oui, mais dans ce que Donc, tu dis, c'est pas gratuit. C'est que il y a une vraie discipline. C'est un vrai truc de samouraï. Euh, Ce qui est aussi important dans la manière dont tu le dis, c'est en particulier pour les atypiques, tant qu'ils comprennent pas, ils font pas, ou alors ils vont faire mal, et ils ont une exigence viscérale, une exigence du cerveau, mais viscérale du ventre, à comprendre pourquoi ils font les choses, à quoi ça sert, surtout si c'est désagréable et douloureux. Euh, En termes de vigilance de l'organisation dont tu parles, si la personne a un TDAH, trouble de déficit d'attention, évidemment que ça va être le bordel parce que c'est déjà une caractéristique d'organisation, de planification. Donc c'est trouble d'attention, de pas penser, d'oublier, de prendre. Tu fais des listes, oublie les listes. Enfin, une espèce de difficulté sur un TDAH à prendre en compte et des fois à prendre en charge quand c'est trop dégradé. Pour faire un bilan et possiblement ça requiert un psychiatre à l'arrivée pour la France, mais déjà un bilan avec un neuropsy. Les personnes autistes vont être plus sensibles au système de programmation parce que c'est plus dans leur nature.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur la planification, c'est une vraie discipline à installer toute la vie. Donc, ça vient réinterroger nos manières de vie, nos structures de vie, le rapport au cadre, le rapport à la loi, le rapport à la discipline, parce que tout le monde n'est pas au même endroit sur ce sujet-là, et l'investissement. Et c'est sûr que malheureusement, là j'en fais les frais, c'est qu'on vieillit très très vite. Moi, je suis toujours pas d'accord que en fait on vieillit très tôt et ça commence très tôt, et tout ce qu'on Oui, fait plus tôt, c'est de l'investissement sur le futur, parce que les années comptent double, hein. Je te garantis que ça compte double, c'est horrible. J'ai une autre question de choses que j'ai vues. Je sais pas si c'est sur tes vidéos ou dans tous mes travaux. Une caractéristique des HPI, femmes atypiques, c'est une surreprésentation de testostérone. Et il y a plusieurs études là-dessus qui fait qu'elles sont une dominante masculine qui leur peut leur créer des problèmes. Les hommes ont une dominante féminine, mais ça, tout le monde s'en fout. Mais les femmes ont une dominante masculine avec, de manière observée sur des études, une surreprésentation de testostérone qui crée, je ne sais plus quelle maladie, mais qui peut créer une maladie chez les femmes quand la testostérone vient perturber le système oestrogène-progestérone. Tu as eu des infos là-dessus? je m'y connais pas assez. J'ai déjà vu ça là-dedans, mais j'ai pas fait assez de recherches malheureusement pour regarder. Mais c'est un très bon sujet que je vais marquer, que je vais adresser. Parce que Euh, pour les femmes atypiques, ça crée un système de perturbateurs endocriniens d'une certaine manière ou mhm. hormonal qui est pas prévu au début de la programmation sortie d'usine. Mais comme on est des prototypes, il y en a qui ont fait des expériences dans l'usine et ça crée des troubles ou ça peut créer des troubles non identifiés ou en tout cas pas identifiés par rapport à ce sujet-là. Oui, ça m'étonnerait pas que, parce on a la testostérone aussi, mais en faible quantité chez les femmes, qui va aussi graduellement tomber, mais enfin, elle va plus fluctuer et décliner. Mais après, oui, j'imagine que si on est en dominance, ça impacterait l'estrogène et la progestérone, et que du coup, ça va amplifier les choses. Mais je m'y connais pas assez, malheureusement, je suis désolée, je m'y connais pas assez là-dessus Non, non, il n'y a pas de pour, problème. que C'était au pour cas où, hein. non, non, c'est vrai que je l'ai vu dans mes cours, mais je me suis focusée sur la moyenne, en fait, la norme entre estrogène et progestérone, et j'ai pas été rechercher encore plus loin dans les testostérones quand elles sont dominantes, ouais. Parce que justement, enfin, il y a pas mal de médecins justement américaines qui essayent de pousser beaucoup plus pour que les femmes ont aussi des testérones bioidentiques en supplément pour aider en post-ménopause, mais j'ai pas vu le problème. Ça, c'était plutôt pour les problèmes de testostérone trop basse, mais j'ai pas vu ça en problème de dominance. Ok. Je cherchais ma petite camarade, elle s'appelle Véronique Schillinger, tu pourras voir sur LinkedIn, Schilliger, et elle a créé sa méthode, elle déploie sa méthode. C'est une atypique, donc ce qu'elle fait est atypique, avec des formations atypiques de kiné-ostéo, en travaillant en milieu hospitalier pour en particulier descendre le cortisol, travailler sur des mouvements physiques, et puis elle a l'appareil dont je t'ai Qui parlé stimule, ouais. pour aller descendre mécaniquement, je te le montrerai après, descendre mécaniquement le nerf vague pour le détendre. C'est pas mal ça d'avoir une machine qui aide à calmer stimuler le nerf vague, hein. C'est bien ça. Euh, Je te propose qu'on commence à atterrir, comme ça tu vas pouvoir aller bouger après. oui. Mais Qu'est-ce que j'ai une chaise à bascule déjà. J'essaie de pas trop basculer. ah, ouais, moi aussi. J'ai un truc là, mais j'ai un hôpital, j'ai une trentaine de machines chez moi et plein de choses. J'ai un siège, ça s'appelle Active Base. C'est lauréat du concours Lépine. C'est un siège qui bouge avec deux boules
qui t'oblige à avoir une mobilité obligatoire, une Ah, boule c'est en pas mal base ça. et une boule sur le siège. Ça a été créé par des kinés. Et ça a été présenté au concours Lépine, Active Base, ça s'appelle. Moi, j'ai Qu'est-ce le qui... siège où tu te mets à genoux, tu sais, dessus, en fait, Ah oui, t'es à genoux comme ça pour essayer de rester bien droit, pour éviter les problèmes de dos, justement, qu'on est constamment sur l'ordinateur. Mais il grince un peu. Euh, qu'est-ce je que tu réfléchis un voudrais petit. rajouter qui serait important pour, atterrir et terminer Ouais, l'interview? je regarde parce que j'avais marqué, on a parlé de démence. Ouais, après, enfin, il y a des choses beaucoup plus compliquées dans les trucs de démence, mais je crois que ça va être trop compliqué. Je sais pas si ça intéresse en fait les gens pour la démence, en fait, qu'il y a des effets très directs en fait de l'exercice sur notre cerveau. Je sais pas si tu veux que je rajoute ça aussi. Euh, je suis fascinée par le cerveau, donc du coup, c'est la chose dans laquelle je pense le système que j'ai le plus recherché euh, là-dedans, mais je Bah, à sais la pas si ça. limite, parce que là, on va atterrir. S'il y a des gens que ça intéresse, ils vont te trouver. On va mettre toutes tes coordonnées. Oui, 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 voilà. De toute façon, j'en parle dans ma plateforme. En fait, j'ai vraiment tout un énorme chapitre sur le cerveau où j'explique tout ça. J'explique comment éviter les problèmes de démence. J'avais une carte parce que j'avais écrit tout un système de dominos. Est-ce que j'avais marqué? Parce que je trouve ça très intéressant. En fait, le système, voilà, de dominos. Parce qu'en fait, il faut voir la périménopause comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Et le premier, c'est la masse musculaire qui diminue. Après, c'est la résistance à l'insuline. Après, c'est le stockage de graisse sous-cutanée et puis viscérale. En quatrième, c'est l'inflammation systémique qui se déclenche. Cinquième, c'est le cortisol qui reste constamment trop élevé. Sixième, c'est les perturbations pardon, intestinales, donc les bactéries F et B, et du coup, ça va impacter tout le corps. Septième, ce sont les symptômes. Et puis en huitième, ça va être le sommeil qui va être perturbé, et puis ça repart en boucle parce que ça devient un sacré cercle vicieux, parce que dès que le sommeil est impacté, eh ben ça fout la merde partout et ça va augmenter les problèmes d'inflammation, de cortisol, de stockage de graisse. Tout ça va être amplifié et ça devient dur de s'en sortir. Donc souvent, la première chose à rétablir, c'est le sommeil, mais pour rétablir le sommeil, il faut rétablir plein d'autres choses. Mais je trouvais ça fascinant, en fait, c'est ce système enfin, l'idée, c'est des dominos qui tombent les uns après les autres, en fait, en périménopause. Et ils commencent à tomber très vite, en fait. C'est ça qu'on réalise pas. C'est dès qu'il commence à y avoir des fluctuations d'estrogène, de progestérone, en fait, les dominos commencent à tomber. Et on réalise pas que ça commence début quarantaine, euh, et que c'est assez effrayant, en fait. Donc, voilà, moi, je trouve que Oui, c'était je trouve. un truc très important et un truc qu'on devrait vraiment nous apprendre beaucoup plus jeune, hein, parce que si on comprenait ça à l'âge de 35 ans, qu'on commençait déjà à s'assurer qu'on garde notre masse musculaire, qu'on mange bien, ah ben on éviterait tous ces problèmes au lieu de devoir travailler très dur pour les remonter, enfin voilà, pour faire remonter ces dominos pour que les choses se remettent en place. Il y avait une chose que je voulais dire aussi, enfin une petite parenthèse, c'est le concept de disponibilité énergétique. Ça, en relation avec la nutrition et le microbiome, c'est que beaucoup de femmes, on est préconditionné évidemment à faire attention à notre ligne, à pas trop manger pour éviter de prendre du poids, mais qu'à partir de la périménopause, quand nos systèmes commencent à être perturbés avec les fluctuations d'estrogène et de progestérone, comme le taux de cortisol est plus élevé, on doit faire très attention à ne pas sous-manger. Parce qu'en fait, l'idée, souvent on pense à calories in, calories out, donc le nombre de calories qu'on mange et le nombre de calories qu'on brûle. Mais en fait, il faut penser beaucoup plus loin que ça. Il faut penser à l'énergie qu'on absorbe de la nourriture pour l'énergie qu'on a besoin pour tous nos besoins de tous les jours. Et souvent, les femmes ont tendance à se mettre dans un mode de disponibilité
énergétique basse, c'est-à-dire qu'elles ne mangent pas assez pour leurs besoins, en pensant qu'elles font bien parce que justement elles voient qu'elles commencent à mettre un peu de poids, donc elles se disent je vais réduire ce que je mange. Et en fait, ça va amplifier tous les problèmes parce que ça va stresser notre corps, parce que notre corps est prédestiné à nous protéger coûte que coûte. Ok, ça, on est en mode survie. Il faut penser au moment où on était, je ne vais pas dire des hommes préhistoriques, mais même dans l'Antiquité, tout ça, il fallait qu'on survive. Donc, on n'est pas du tout prédestiné pour être super maigre et à pas assez manger. Il faut qu'on mange assez. Et dès qu'on ne mange pas assez pour nos besoins énergétiques, notre corps va basculer en mode survie. Donc déjà, il va être plus stressé, le cortisol va augmenter encore plus, l'inflammation va augmenter encore plus. Mais du coup, il va stocker la graisse coûte que coûte. Donc, beaucoup de femmes qui vont pas assez manger, qui vont couper trop de calories, vont en fait mettre du poids non intentionnellement. Ça va être complètement l'opposé de ce qu'elles essayent de faire. Elles essayent de perdre du poids et elles vont en mettre parce qu'elles mangent pas assez. Et ça arrive. Il y a tellement de femmes, je dirais, beaucoup de femmes vont le faire non intentionnellement. C'est qu'elles vont se mettre en ce mode, dans ce système de disponibilité énergétique trop basse et ça va vraiment créer des problèmes parce que ça va augmenter le cortisol, augmenter l'inflammation, augmenter les symptômes, augmenter la graisse viscérale. Donc il faut faire vraiment attention à manger assez et c'est un message que j'essaie souvent de faire passer à mes clientes, à mes patientes. Bon, après, moi, j'ai tout sur ma plateforme, j'explique vraiment comment on va calculer ça, vraiment calculer combien et l'énergie qu'on a besoin chaque jour et s'assurer d'y arriver tous les jours avec assez de protéines en premier et puis après en glucides et lipides. Mais il faut vraiment faire très attention à manger assez parce que ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc, pensez régime méditerranéen, nourriture anti-inflammatoire et manger assez, manger à tous les repas, manger en plus 2 snacks, un mi-matinée, un mi-après-midi, et assurez-vous d'avoir vraiment un minimum de 30 grammes de protéines à tous les repas. Idéalement, vos snacks doivent avoir au moins 20 grammes de protéines aussi, et puis plein de fruits et légumes, et pensez à des lentilles, du quinoa, plein de bonnes choses qui vont soutenir votre corps de manière énergétiquement intéressante. Voilà, c'est très important de bien manger. C'est vraiment un problème que je vois à répétition constamment, de pas assez manger, de pas assez soutenir notre corps et ça va amplifier tout. Et justement, si on est atypique, ça va amplifier tous les problèmes, TDAH, tous les problèmes vont être amplifiés si on mange pas assez. Merci beaucoup, Candice. On peut arrêter là si tu veux, parce que c'est un point tellement important qui concerne tellement de choses. Donc, à la fois ton jeu de domino qui fait pas envie, mais j'espère que ça va motiver des gens pour aller prendre en compte et prendre en charge ce bazar-là. Et le dernier point contre-productif, où un certain nombre de personnes génèrent ce qu'elles craignent parce qu'elle stresse le corps et donc le corps réagit. Donc c'est vraiment un exercice délicat de mettre de l'énergie, de ne pas stresser le corps. Moi, enfin, j'ai fait du jeûne intermittent, mais en fait, je mange quand j'ai faim. Et si j'ai pas faim, je mange pas, mais c'est une problématique que j'ai depuis longtemps. Si j'ai faim, je mange. Donc après, il faut trouver notre propre boussole, mais il faut aller voir des gens comme toi pour régler ça. Et puis on va arrêter là l'interview si tu veux bien. Parfait. C'était Ça te super va? de Merci parler. infiniment. Tu as été extrêmement pédagogique. Tu as donné beaucoup d'informations techniques et je te promets que c'est très digeste. C'est clair, c'est précis, c'est concret, c'est orienté solution et surtout on est rentré dans le moteur parce que très souvent il y a des gens ils te donnent des conseils mais tu es dans une boîte noire et moi j'aime pas les boîtes noires. Donc c'est pour ça que je suis Ah, allé il te faut avoir des chercher. Euh, solutions. Oui. ah C'est bah important faut les avoir des solutions. solutions et en lien avec la boîte blanche. Pour moi on peut tout expliquer. Alors évidemment il y a encore plein de choses à travailler. J'espère que ça aura été un booster énergétique pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide, tout public évidemment.
Et pour les femmes en général, les femmes atypiques et de la neurodiversité en particulier, parce que faut gérer encore plus le prototype. Et puis je pense que c'est plein de conseils pour les hommes. Donc merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir sur cette plateforme. C'était vraiment un privilège de pouvoir en parler parce que je suis passionnée et je veux aider les femmes. Donc vraiment, je veux que ces messages passent et au plus on est à en parler, au plus les Ça femmes vont s'entend. comprendre ce qui se passe et elles vont pouvoir reprendre le contrôle, s'aider et éviter beaucoup de problèmes. Donc c'est important de partager le message. Donc, j'espère qu'il y a d'autres personnes comme moi qui vont passer les messages de plus en plus sur les réseaux sociaux. On mettra toutes les informations. Je pense que tu as pas mal de gens qui vont venir te voir et tant mieux parce que tu fais un beau travail. Donc, bah voilà, c'était génial. Tout ce que j'aime, des informations, des solutions concrètes, orienter solutions plutôt qu'orienter problème. C'est un vrai sujet, mais terrible. Hein. J'ai découvert ça il y a 2 ans, je crois. La, la ménopause à 35 ou 40 ans, c'est-à-dire fin trentaine ou début quarantaine, l'impact que ça a toute la vie pour les femmes, avec une cartographie ou un référentiel qui est plutôt chez les hommes et des professionnels hommes plus souvent qui ignorent ça. Donc j'espère que ça va aider le maximum de personnes. Envoyez les infos à vos amis, à vos filles, et vraiment, plus tôt on démarre, mieux c'est. Et je vous promets que la vie passe très très vite. Moi, j'ai pas trouvé la pédale de frein. J'ai re-signé pour 100 ans, mais je suis pas sûr de gagner. Merci beaucoup de suivre cette chaîne. On a passé les 10 000 abonnés. Vous êtes extrêmement fidèles et de plus en plus nombreux. Et j'ai bien prévu de continuer à vous amener des infos utiles. À très bientôt.